On arrive maintenant à la troisième table ronde qui va porter sur l'alimentation. Et donc, de la ferme à l'assiette, on a intitulé comme ça, promouvoir une alimentation saine pour l'environnement et pour la population. C'est le choix du thème qu'on a pris pour la troisième table ronde. Vous voyez, ce qui nous a intéressé dans le montage de ce les zones, la lutte contre les zones, la lutte contre l'antibiorésistance et tout ça, mais de voir comment la table, c'est la cité, pouvaient se mettre en commun pour travailler ensemble, et je trouve qu'il y a une richesse absolument extraordinaire en ce qui concerne on entend ici, et j'apprends beaucoup de choses. Alors, on accueille pour notre table ronde Mathilde Rateau, qui est chargée de mission au sein Laure Sapmaz, qui est membre du conseil d'administration de l'Association française des diététiciens et nutritionnistes, Carole Galissan, qui est directrice du pôle nutrition et éducation chez Sodexo, présidente du Conseil national de l'alimentation et ancien ministre délégué à l'agroalimentaire, Maude Fepou, qui est directrice générale de l'alimentation, et Sébastien Windsor, qui est président des chambres d'agriculture France, qui nous rejoindra dans une demi-heure. Donc, on le fera passer en dernier. J'ai envie de passer la parole tout de suite. Réseau ISE, c'est quoi? C'est quelque chose. Alors, bonjour à tous. Alors, j'ai des... Là, qui est tout à fait intéressant. Moi, je sais ce que c'est, mais... Je ne vous entends pas bien. En fait, oui. Ça coupe. Je ne sais pas si de votre côté, ça coupe la caméra, oui, enfin le son. Alors, je vais couper ma caméra. C'est peut-être moi qui ai une mauvaise connexion. Vous m'entendez mieux, là? Oui? Oui, c'est mieux. Côté, oui. Donc, Mathilde, je m'adresse à vous et je voulais savoir, d'abord, que vous nous expliquiez ce qu'est le réseau ISE, en quoi il intervient, et puis, quelle est sa démarche, je dirais, pour faire en sorte de décloisonner tous les acteurs, qui ne sont pas simplement les acteurs de la santé, mais d'autres, et on l'a vu avec les deux tables rondes précédentes. Et voilà, votre éclairage serait tout à fait intéressant, si vous pouvez nous le livrer. Merci beaucoup pour l'invitation et puis aussi vraiment pour la richesse des échanges de ce matin. Donc, alors rapidement pour vous rappeler ce qu'est le réseau ISE, donc c'est pour l'acronyme Île-de-France Santé Environnement. C'est un réseau donc qui a été créé dans le cadre du PRSE 3 Île-de-France, donc le plan régional santé environnement, un plan qui a été évoqué ce matin. Et le réseau vise à intensifier, diversifier les collaborations entre acteurs du territoire de la santé environnementale en vue de créer finalement une culture commune dans le domaine sur le territoire. Donc finalement, pour répondre à la question du décloisonnement, on a plusieurs éléments au sein du réseau. Donc tout d'abord, on a vraiment la chance d'avoir un vivier d'acteurs qui sont professionnels de la santé environnementale, et puis également des acteurs donc, qui sont issus de domaines d'activité qui sont variés. Donc on a des collectivités territoriales, des agences, des services de l'État, des associations, des structures et des acteurs professionnels de santé, mais aussi de la prévention, des acteurs qui sont aussi issus du secteur du privé, et puis également des organismes d'études, de recherche, de formation, etc. Je crois qu'il y a un micro. Finalement, il y a un micro d'ouvert. Lorsque nous, on a commencé à s'engager sur des sujets One Health, donc une seule santé, on a aussi intégré dans le réseau des acteurs du monde de la santé animale, donc de type vétérinaire ou inspecteur de santé publique vétérinaire. Donc ces acteurs-là, ça a été mentionné dans la discussion de ce matin, en effet, ne sont pas considérés en tant que professionnels de santé, mais finalement, ils sont considérés comme les professionnels de santé humaine en tant que professionnels aussi du care. Et donc, on voit déjà que cette pluralité d'acteurs au sein du réseau nous permet d'avoir un moteur au départ qui va permettre en fait ce décloisonnement.
Une autre chance qu'on a au réseau ISE, c'est que finalement, l'ADN du réseau et l'ADN des travaux qu'on va porter vise à rassembler, à fédérer et à faire travailler ensemble ces acteurs-là pour qu'on co-construise en fait des réponses sur des sujets de santé environnementale et sur des sujets de One Health qui revient à prendre en compte finalement l'approche systémique aussi de la santé environnementale. Donc, pour porter ces projets, on travaille la plupart du temps par groupe de travail pluridisciplinaire, donc où on va réunir tous ces acteurs. Les acteurs donc, sont sollicités et ensuite ils participent véritablement sur la base du volontariat. Nous, finalement, en amont aussi, ça nous demande un benchmark en fait de quels acteurs on va regrouper, pourquoi et sur quelle thématique. On va solliciter des acteurs qui sont membres du réseau, mais aussi on va aller au-delà des acteurs membres du réseau pour voir même des acteurs hors région, justement, sur des sujets où on a besoin de se rassembler et de rassembler nos connaissances, notre expertise et surtout de les partager. Finalement, on a remarqué au cours du temps que la majorité, voire toujours, finalement, tous les acteurs sont très motivés et très engagés à pouvoir finalement travailler et à pouvoir rencontrer aussi des acteurs qui sont issus de domaines d'activité qui sont différents. On ressent aujourd'hui ce besoin, cette envie de partage d'expériences, de connaissances, etc. Dans les groupes de travail, alors plus concrètement, on travaille souvent avec des outils collaboratifs, notamment quand les groupes de travail sont en ligne, où on anticipe toujours 2 à 3 questions. Et puis, on va favoriser les temps un peu de réflexion individuelle et ensuite les temps d'échange collectifs. Nous, par exemple, sur les 2 groupes de travail autour de cette déclinaison territoriale du One Health, tous les échanges ont vraiment été des échanges qui ont été extrêmement riches dans toutes les réunions, où il y a eu une bienveillance en termes d'écoute, en termes de retour, etc. Mais finalement, c'est vrai que ce décloisonnement en fait, des professions et le fait aujourd'hui de travailler ensemble dans un système qui fonctionne quand même toujours aujourd'hui en silo, demande parfois finalement de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort en termes de connaissances, d'expertise et de pouvoir se mettre à la portée de l'autre et surtout à la portée du langage de l'autre pour que finalement ces groupes de travail-là ne finissent pas, on va dire, en tour de Babel. Et puis également, je dirais qu'aujourd'hui, tous, en tant qu'acteurs de la santé et de la santé globale, on doit aussi porter cette casquette en fait de facilitateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on transmet, on arrive à transmettre de façon peut-être vulgarisée à la société en fait qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la santé environnementale et de la santé globale. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur cette question-là. Merci beaucoup Mathilde pour cet éclairage sur le rôle du réseau ISE. Moi j'ai une question sur comment on fait pour sortir de cette vision anthropocentrée, je dirais, de la santé, et pour s'ouvrir sur d'autres directions qui sont la santé animale, la santé environnementale et tout ça, quand on est au sein d'un réseau de professionnels de santé ou qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, comme moyen pour faire en sorte de partager une vision qui soit une vision plus large que celle qui caractérise le médecin, le pharmacien, l'infirmière et... Alors, une idée qui me vient tout de suite, c'est finalement cette vision moins ou peu anthropocentrée. Elle a été finalement décrite dès le début de la médecine, notamment dans le traité du coup d'Hippocrate, le traité des airs, des eaux et des lieux. Et finalement, au cours de l'évolution du temps et de la modernisation, on a perdu aussi ce sens de l'observation. C'est-à-dire, j'observe la santé, mais aussi j'observe finalement ce qui se passe autour de moi et puis les changements. Et je trouve que finalement, le concept de One Health image extrêmement bien ce qu'on peut faire aujourd'hui en ouvrant finalement sa focale, en ouvrant son angle de vue sur une question, une problématique de santé publique, de santé animale, mais aussi une problématique finalement environnementale, en se disant finalement que représente cette problématique en termes de santé humaine, donc nous, êtres humains, mais également en termes de santé animale. Donc on a les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux d'élevage, etc. Et puis, qu'est-ce que ça représente en termes aussi d'impact environnemental? Et on voit que pour arriver finalement à réfléchir et à trouver des solutions à ces questions-là,
on voit finalement l'importance de mettre autour de la table l'ensemble en fait des acteurs des différents domaines. Alors peut-être un exemple concret sur une thématique un peu plus concrète. Donc nous, on a mené 2 groupes de travail au sein du réseau ISE au cours de l'année 2022. Donc un qui a travaillé à l'expérimentation donc des contrats locaux de santé et des CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, une seule santé, et puis un autre autour d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on a nommé Cohabiter avec la nature pour une meilleure santé, qui là est plus dédié justement aux collectivités territoriales, à ces enjeux de planification, de documents d'urbanisme, mais également comment est-ce qu'on favorise la sensibilisation avec les citoyens et l'éducation à la nature, voire au vivant, dès le plus jeune âge. Donc sur le groupe de travail qui a par exemple planché donc, à l'expérimentation des CLS, CPTS ou ANES, l'action concrète au final, ça a été d'établir une campagne de sensibilisation, et on a travaillé sur notamment la problématique de la consommation et du mésusage des antibiotiques et du développement de l'antibiorésistance, où on voit clairement finalement assez intuitivement que sur cette problématique-là, on a une problématique qui est liée à la santé humaine, vu que on sait la problématique de la prise d'antibiotiques aujourd'hui en termes de santé humaine. En termes de santé animale, on sait également que les animaux prennent et mangent, on va dire, des antibiotiques. Et puis en termes d'impact environnemental, c'est-à-dire finalement quel impact aussi des résidus antibiotiques dans les milieux, que ce soit par exemple le sol ou les eaux. Et finalement, cette réflexion-là et puis ce cheminement-là, on peut finalement le faire pour, par exemple, les produits biocides, c'est exactement pareil, et puis finalement pour d'autres substances aussi qui nous entourent au quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment cette vision de cheminement, d'élargissement des visions, et de se dire finalement, j'observe aujourd'hui ce qui se passe autour de moi, et concrètement, on se met autour de la table, on en discute, on essaye de trouver des solutions qui soient où chacun finalement va être acteur à son échelle. D'accord. Alors il y a quelque chose ça permet de faire la transition avec l'intervention de Laure. Laure, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Il y a quelque chose on dit toujours que les Français, d'abord, l'alimentation est un déterminant de santé en tant que tel, la qualité de l'alimentation. On dit que les Français mangent mal. Mais est-ce que dans le métier de diététicien nutritionniste, est-ce qu'il y a cette vision qui est, on va dire, de la ferme, comme on l'a intitulé à l'assiette, c'est-à-dire qui prend en compte d'une manière plus holistique toute la chaîne de production des produits, la transformation, la fabrication. On pourra en parler avec Carole tout à l'heure, puisque Carole travaille chez Sodexo. Donc, voilà. Est-ce que les professionnels de santé que vous êtes intègrent toujours dans leur démarche cette vision beaucoup plus large que simplement le fait de faire un bilan glucide, enfin bon, ça me rappelle mes années d'études, mais ça remonte à loin. Donc, vous avez très certainement des outils beaucoup plus modernes. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, d'accord. Alors oui, bonjour. Donc, effectivement, les questions environnementales, elles sont aujourd'hui cruciales quand on parle d'alimentation. Depuis longtemps maintenant, il est communément admis que l'alimentation a un impact direct sur notre santé. Et plus récemment, mais de façon assez évidente aujourd'hui, il apparaît que cette même alimentation a un effet indirect sur la santé au travers de son impact sur l'environnement. Donc effectivement, on entend des chiffres comme le quart des émissions de gaz à effet de serre d'un Français qui proviendrait du contenu de son assiette. Donc nécessairement, en tant que diététicien, on est concerné par tous ces sujets et on sait que ça impacte, et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut regarder au prisme de toutes les étapes du système alimentaire, avec bien sûr la production qui est souvent responsable d'une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le stockage, le transport, la transformation, la distribution, l'élimination des déchets. Donc toutes ces questions-là, effectivement, nous interpellent, nous interrogent et en tout cas nous amènent à modifier, à faire évoluer nos pratiques. La question environnementale, elle est incontournable aujourd'hui quand on exerce dans tous les domaines de l'alimentation en réalité. Et c'est d'ailleurs une orientation stratégique et prioritaire de l'association de l'AFDN.
que vous citiez. Et on propose donc depuis quelques années et régulièrement des conférences, des articles, des webinaires à nos adhérents pour justement faire évoluer, j'allais dire, nos connaissances et nos compétences en la matière. On a voulu aller un peu plus loin dans notre association puisque récemment, on a mené une enquête auprès des adhérents pour justement mieux identifier les attentes, les besoins des diététiciens sur le sujet de la durabilité de l'alimentation. Il en ressort quelques éléments clés, des éléments importants pour nous. Le premier étant que tous les diététiciens interrogés, on est je crois à 98%, donc on peut presque dire tous, sont aujourd'hui intéressés par la question de la durabilité et tous secteurs confondus. Donc on est à peu près un peu plus de 15 000 diététiciens en France et qu'on travaille dans le milieu hospitalier, qu'on soit en libéral, en santé publique, au sein d'une entreprise industrielle ou en restauration collective, on est tous intéressés par le sujet et concernés par le sujet. Et quand on va un peu plus en détail de cette étude qu'on a menée, il apparaît que 80% d'entre nous, donc des diététiciens, précisent qu'actuellement, ils prennent en compte ces questions de durabilité dans leur pratique. Alors après, on voit aussi qu'en fonction des secteurs d'activité dans lesquels on travaille, eh bien cette question, elle est plus prégnante, on est plus ou moins sensible. On voit par exemple que quand on travaille en restauration collective, puisqu'on a bien sûr un chapeau qu'on appelle la loi Egalim, qui induit beaucoup d'orientation et de nouveautés dans notre secteur, on est souvent les plus concernés dans ce secteur-là et on l'est davantage quand on est plus jeune. Donc si on regarde plus en détail et de façon un peu synthétique au sein de la profession, on voit que quand on a plus de 20 ans j'allais dire d'expérience professionnelle et d'exercice professionnel et quand on travaille dans le milieu plus hospitalier, eh bien c'est probablement ces personnes-là, ces diététiciens-là qui sont aujourd'hui les plus à sensibiliser parce qu'ils se sentent un peu éloignés parfois de ce champ-là qu'ils maîtrisent peu et sur lequel ils ne sont pas habitués à travailler. Voilà, ça c'est des données intéressantes pour nous. Alors on a besoin de continuer à en apprendre davantage. C'est relativement récent par rapport à ce qu'on faisait, donc les calculs de glucides que vous évoquiez, les calculs nutritionnels. Donc c'est plus récent pour nous. Et on doit, à l'issue de toutes ces orientations que l'on connaît, que l'on suit, on doit de façon pragmatique et de façon opérationnelle les mettre en œuvre. Et c'est dans cette dernière phase qu'est la complexité. Parce que les grandes orientations, on les connaît, on les reverra ensemble, on les détaillera, mais la mise en œuvre, elle nécessite plein d'aménagements, plein de subtilités sur la base parfois de données qui ne font pas toujours consensus, qui sont récents, et on a besoin de mettre en œuvre tout ça d'un point de vue opérationnel vite, très vite, voire trop vite parfois, parce qu'on a des deadlines très serrés pour la mise en œuvre de plein de choses, et on a besoin d'avoir des données plus consolidées souvent pour pouvoir mener à bien ces projets. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je crois que c'est tout à fait intéressant. Ça me fait une transition toute trouvée pour Carole. Carole Galisson, vous travaillez chez Sodexo. Comment? Bonjour. Ah, bonjour. Vous avez une responsabilité sociétale avec la restauration collective, puisqu'il y a quand même à peu près, si mes chiffres sont bons, il y a à peu près 50% des repas consommés en dehors du foyer en France qui sont faits par la restauration collective. Donc cette responsabilité sociétale, c'est aussi de mettre des produits à disposition et de les mettre, bien entendu, en bonne qualité à disposition dans les écoles, les hôpitaux et tout ça. Et vous, comment vous entrevoyez dans une entreprise comme Sodexo, justement ce rôle sociétal pour aller vers le One Health, pour aller vers une prise de conscience plus générale, parce que vous avez un contact avec l'éducation nationale, vous avez des contacts avec les établissements hospitaliers, vous avez donc une surface de diffusion et de communication possible qui est tout à fait intéressante. Comment vous entrevoyez le rôle d'une entreprise comme la vôtre? Alors déjà, c'est vrai que la restauration collective, c'est vrai, il faut vraiment bien le rappeler, on est vraiment au cœur des villes, des villages, de tous les territoires en France. Aujourd'hui, tous nos salariés font bien partie du territoire. On n'externalise pas, c'est bien des gens de chacun des territoires. Et au niveau approvisionnement aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on avait des modèles de la restauration collective qui étaient plutôt des modèles de massification, il faut le dire, dans l'ADN même de la restauration collective depuis très très longtemps. On était plutôt dans des massifications, en fait, essayer de nourrir au mieux
des populations très diverses. Vous avez parlé vraiment de multigénération, hein, on va des crèches jusqu'à la personne âgée, en passant par les collèges, les lycées, les prisons. Donc, en fait, on a dans nos mains, effectivement, la totalité de la population française. D'ailleurs, une population qui aime sa cantine, parce qu'on a fait des études post-Covid avec l'IFOP, et l'image de la restauration collective, de la cantine, on va dire, est quand même très positive. Aujourd'hui, et surtout, ce qui est étonnant, c'est les 18-24 ans qui ont une image très positive de leur restauration collective. À 81%, ils militent pour leur restauration aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est au cœur des territoires, et tous les Français sont plus ou moins touchés par la restauration collective à un moment. Et justement, on est passé d'un système de massification plus à une transition qui est, à mon sens, très rapide, et qu'il faut qu'elle soit efficace pour répondre à tous ces enjeux-là. Et aujourd'hui, on sait que la santé, aujourd'hui, le bien-être est au cœur des préoccupations de nos consommateurs dans nos restaurants. Donc, des sociétés de restauration comme Sodexo aujourd'hui, déjà, doivent s'engager dans leur politique RSE de l'ensemble de leurs entreprises sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, nous, on est bien vous parlez de la fourche à la fourchette, on est bien sur la totalité de la filière. Aujourd'hui, on est au cœur pour assurer effectivement des repas, je dirais, de qualité. Et maintenant, c'était plutôt sain, maintenant c'est sain et durable. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler avec la totalité des acteurs de la chaîne, et c'est ce que fait Sodexo aujourd'hui, avec des opérations très, très concrètes dans les territoires. Et pour cela, on doit être aussi aidé des politiques publiques, et on est un acteur clairement identifié des politiques publiques aujourd'hui. On voit bien dans la loi Egalim, la loi AGEC, la loi Climat Résilience, dans le PNNS, dans le PNA, la restauration collective a été clairement identifiée comme un acteur du changement, puisqu'effectivement, on est au cœur des territoires, et on travaille avec la totalité de la chaîne. Donc, je ne sais pas si après, on redéveloppera sur des actions peut-être concrètes, mais on doit, en tout cas, des sociétés comme Sodexo, s'investir et s'engager dès l'amont, donc avec les agriculteurs, pour pouvoir aider au changement et faire cette transition efficace. Bien qu'il y ait pas mal de facteurs limitants, la résistance des consommateurs, l'augmentation des coûts également, parce qu'on n'en a peut-être pas trop parlé, mais il faudra qu'on en parle à un moment. Pour avoir une alimentation saine et durable, il faudra remettre le juste prix pour obtenir ce que l'on souhaite. Et puis la thématique, et on en a pas mal parlé tout au long de votre colloque, c'est aussi tout ce qui est formation, acculturation, remise à niveau de l'ensemble des personnes et de l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on a également une inadaptation, parfois même des filières aujourd'hui, pour pouvoir avancer tous dans le bon sens. Voilà. J'avais coupé mon micro. Excusez-moi. Merci beaucoup pour votre intervention, Carole. Je vais tout de suite passer la parole à Guillaume Garot. Vous êtes un grand spécialiste. Je ne sais pas si vous pouvez mettre votre caméra, peut-être. Ah, il y a peut-être... Est-ce que vous m'entendez? Alors, en ce moment, c'est quand même le moment des amendements dans les différents textes de loi. Donc, la priorité d'un député, et c'est tout à fait logique, c'est de défendre ces amendements. Je vais tout de suite passer la parole à ce moment-là à Maude Fépou, pour que, en tant que directrice générale de l'alimentation, elle nous rappelle un peu le cadre général. On a parlé d'Egalim, on a parlé d'un certain nombre de textes de loi et tout ça. Comment vous voyez le projet stratégique, on va dire, alimentation de la France à la tête de votre institution? Merci et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement, et merci sur ce séminaire sur une seule santé, hein, qui est vraiment
un concept, même plus, vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'ADN des agents de la Direction générale de l'alimentation. Peut-être que j'en profite, si vous me permettez, de profiter d'être avec vous ce matin pour présenter un peu la Direction générale de l'alimentation qui, malgré son nom alimentation, est bien à prendre au sens très large de l'alimentation de la fourche à la fourchette, puisque mes équipes travaillent autant sur la santé et la protection des animaux, la santé et la protection des végétaux et également toute la politique de l'alimentation pour promouvoir une alimentation saine, sûre et durable, on l'a dit, pour tous. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce concept Une seule santé, qui est au cœur de nos travaux et qui a d'ailleurs contribué à la réorganisation de la direction générale il y a un an maintenant pour intégrer dans le fonctionnement même de la direction la transversalité de Une seule santé avec comme les trois composantes environnement, alimentation, santé animale et humaine et végétale que je signalais à présent. Donc c'est vrai que cette stratégie alimentaire, on la porte fortement au ministère de l'Agriculture et à la DGL en particulier. Et pour intégrer et ancrer dans le territoire ce développement de l'alimentation, il y a eu la création, alors c'est un peu plus récent que les lois que vous avez citées qui viennent effectivement apporter d'autres ambitions, mais il y a cet outil assez formidable des PAT, les projets territoriaux alimentaires territoriaux, pardon, qui permettent vraiment de mettre autour d'un territoire l'ensemble des acteurs de la chaîne, donc, comme je le disais, des agriculteurs aux transformateurs, aux consommateurs, à la grande distribution, à la restauration. Donc on a vraiment l'ensemble des acteurs qui se fédèrent sur un territoire, puisqu'on sait que les PAT sont dans leur grande majorité assis sur le territoire d'un EPCI, donc d'une commune, d'un département, d'une métropole, d'un parc national ou régional, naturel, donc effectivement sur toutes les formes de PCI et qui ont à traiter l'ensemble des sujets pour accompagner l'ensemble des acteurs de ce territoire à la transition agroécologique et alimentaire. Donc c'est vraiment un sujet, les PAT, que l'on promeut et que l'on pense être un bon vecteur en partant du territoire pour finalement accompagner et embarquer l'ensemble des acteurs vers cette agriculture et cette alimentation saine, sûre et durable pour tous, avec le coup de pouce assez formidable de France Relance, qui a vraiment engagé la dynamique, avec aujourd'hui au moins un PAT par département. Nous en sommes, au moment où je vous parle, à plus de 370 PAT en France et la dynamique se poursuit. Et l'on pense que ça peut être un vecteur concret pour tout un chacun de traduire ce concept Une seule santé dans son alimentation sur son territoire au quotidien. Alors, j'avais une question à vous poser. C'est, vous avez mis en place toute une architecture. Quand on est du côté des professionnels de santé ou des associations de malades ou des collectivités territoriales, on n'a pas forcément cet éclairage. Et je peux dire exactement la même chose en ce qui concerne le ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une profusion de structures qui sont développées, qui ont toutes leur intérêt. Comment on fait pour arriver à trouver un mode de coordination, un mode de partage de l'information entre ce que vous créez, par exemple, au ministère de l'Agriculture, ce qui se crée avec Pierre au ministère de la Santé, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit lisible pour le citoyen et pour un acteur de santé qui a envie de s'impliquer, qu'il soit vétérinaire ou qu'il soit agriculteur ou qu'il soit médecin ou pharmacien. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez signalé, Une seule santé, ça intéresse et ça concerne plusieurs départements ministériels qui travaillent de plus en plus main dans la main. Moi, j'ai des contacts très, très, très réguliers avec l'ensemble des ministères partenaires, que ce soit le ministère de la Santé que vous avez cité, mais également de la cohésion sociale pour tout l'aspect précarité alimentaire, mais également le ministère, bien sûr, en charge de l'environnement. Donc, l'ensemble de ces sujets, on les a bien en tête, et c'est vrai qu'il y a des initiatives qui se mettent en place. Vous avez entendu parler tout à l'heure du plan régional santé-environnement, mais bien sûr, il découle d'un plan national santé-environnement qui nous réunit et auquel la DGL participe activement puisqu'elle est
elle est finalement pilote et secrétaire d'un des groupes, notamment sur Une seule santé en la matière. Et donc ça, c'est toute je dirais la gouvernance de ces programmes et la mise en relation de l'ensemble de ces acteurs. Et puis, on a cité tout à l'heure les lois Egalim et Climat et Résilience qui vont aussi finalement accompagner tous ces programmes, tous ces plans pour essayer de plus en plus soit les fusionner ou en tout cas les mettre sous la même stratégie commune. Et notamment, la loi Climat et Résilience a introduit la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat, la SNANC, qui se mettra en place dès juillet de l'année prochaine et qui sera aussi un lieu où, en tout cas, une stratégie où viendront se prendre naissance l'ensemble des initiatives qui ensuite pourront irriguer dans les départements ministériels et dans les thématiques spécifiques, mais au moins qui prendront une source unique et homogène d'avoir une stratégie globale et transversale. D'accord. Alors, on a une question d'Alexandra. Oui, je vais rebondir sur ta question, effectivement, parce que pour la Direction générale de l'alimentation, moi, je suis très intéressée par ce que vous faites, les projets alimentaires territoriaux. Sauf que moi, je suis élue aussi du département des Hauts-de-Seine. Donc, on a en charge, par exemple, les cantines scolaires. On a pour nos collèges, dont nous avons la responsabilité. Et effectivement, je rejoins la remarque qui est faite de dire que pour l'instant, l'interministérialité, j'en doute pas une seconde, entre la santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement se fait au plan national, mais concrètement au niveau local, pour les élus de territoire, alors peut-être que je suis mal placée, que je n'ai pas toutes les informations, mais je n'ai pas l'impression que cette transversalité qui est faite au niveau national se décline à l'échelon local. Et en fait, on est dans des approches extrêmement top-down, c'est-à-dire il y a un plan national santé-environnement qui se décline au niveau de la région, puis éventuellement peut-être est connu des acteurs locaux, mais le bottom-up, alors même que c'est là où se passe finalement le cœur de ce qu'on veut faire en matière de qualité de l'alimentation, de l'environnement, de l'urbanisme, etc., je n'ai pas l'impression qu'on ait forcément tous les clés de lecture de ce dont on peut se saisir pour améliorer nos marchés publics, par exemple, quand on gère un marché avec Sodexo pour la cantine scolaire, est-ce qu'on a tous ces éléments-là en main pour prendre les meilleures décisions alors que nous ne sommes pas des experts, enfin, voilà, ceux qui sont élus de base, entre guillemets, élus locaux, on n'a pas toute l'expertise de ce travail, de ce mécano administratif d'interministérialité au plan national. Alors, excusez-moi. Alors, il y a ce mécano, mais il y a aussi, comme je soulignais, les PAT, leur grande force, et c'est ce qu'on a souhaité conserver, c'est que ce sont des émanations du territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au niveau national un modèle de PAT qu'il faudrait suivre, et d'ailleurs, ils sont, comme je le disais, très divers dans leur géographie et dans leur contenu. Et c'est bien ces PAT, en fait, qui, au niveau local, font remonter et s'organisent selon le caractère de leur territoire et les ambitions qu'ils veulent porter. Et en fait, le niveau national, alors, comme vous le disiez, il y a bien sûr un travail commun et une articulation, mais il ne vise pas non plus à calquer sur les territoires les modes d'organisation. L'idée, c'est que les acteurs s'emparent du sujet et s'organisent de la meilleure façon pour ce qui les concerne. En revanche, tous ces PAT, donc, qui répondent notamment, qui peuvent faire l'objet de l'appel à projet du plan national alimentation, en fait, ils viennent ensuite s'inscrire dans des appels à projets nationaux qui sont gérés en interministériel, mais l'objectif aussi, c'est que ce soit le plus transparent possible pour les acteurs du territoire. Et quand ils candidatent au PNA ou à un PAT, il n'est pas à se dire est-ce qu'il faut que j'aille voir le ministère de l'Agriculture, de la Santé ou de l'Environnement, mais qu'au contraire, voilà, on ait des créneaux ou en tout cas des voies de remontée des projets et qu'ensuite, au niveau national, l'articulation se fasse sans ajouter de la complexité administrative à la chose. Oui, parce que la question d'Alexandra est importante. Si je prends mon cas, je suis élu local dans une commune rurale, quand vous avez un problème de sécurité sanitaire qui touche par exemple la qualité de l'eau, vous avez 9 administrations à contacter.
Donc, on est dans une situation qui a commencé par la Chambre d'agriculture, bien sûr, et je salue Sébastien Windsor qui vient d'arriver, mais il y a les sous-préfectures, le conseil départemental, l'ARS, et pour quelqu'un qui n'est pas véritablement dans le schéma, cette coordination au niveau du territoire des acteurs du One Health, il va falloir qu'elle se fasse de la manière la plus fluide possible, parce qu'autrement, si à chaque fois sur des questions particulières, il faut toucher des administrations différentes ou des collectivités territoriales différentes ou des syndicats des eaux ou des machins ou des trucs, je crois qu'on va être un peu perdu. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin quand même de trouver un mode, je ne sais pas si c'est un guichet unique, si c'est, mais pour un décideur local, un moyen de faire en sorte que les choses soient plus simples? Alors, il y a deux volets dans votre remarque. Effectivement, pour tout ce qui concerne les aspects régaliens, donc forcément la mise en place des réglementations, le contrôle des normes, tout ce qui relève effectivement de l'administration sur ce volet-là. L'interlocuteur unique dans votre département, c'est bien sûr le préfet qui viendra ensuite appeler l'administration qui convient. Là, effectivement, on est dans un autre volet qui est plutôt le volet incitatif de comment, effectivement, on peut, sur le terrain, fédérer les acteurs pour qu'ils s'organisent et qu'ils finalement diffusent ce principe d'une seule santé dans l'alimentation, de la production à la consommation. Et effectivement, on est moins dans des créneaux un peu formalisés puisqu'on est dans l'incitatif. Et comme je le disais, l'objectif, c'est bien d'avoir ces guichets uniques d'appel à projet sur lesquels les différents ministères s'accordent pour justement faciliter cette remontée et cette organisation. En tout cas, nous, au ministère de l'Agriculture, on a bien conscience que l'un de nos interlocuteurs principaux pour démultiplier les actions, ce sont bien les élus locaux. Et j'en profite pour signaler que le ministère aura un stand au salon des maires et des collectivités dans les tout prochains jours, où justement on pourra faciliter ces informations et bien mettre en évidence et bien faire connaître l'ensemble des appels à projets ou des modes de retour et de guichets uniques, comme on disait, pour avoir les bonnes informations. En tout cas, ça va donc dans le bon sens, c'est très bien. Alors, Sébastien Windsor, quand on est président des chambres d'agriculture France, comment on accompagne on va dire la transition entre une agriculture qui était un peu traditionnelle et des besoins des consommateurs qui ont changé, des influences diverses que sont la limitation de la quantité d'intrants, par exemple, sur l'agriculture, ou la problématique économique qui se pose à l'heure actuelle pour un certain nombre de nos concitoyens. Comment on prend ça en compte et comment une chambre d'agriculture peut aider les acteurs du territoire et les acteurs de santé à trouver des solutions et à discuter avec eux pour trouver des solutions qui vont dans le cadre de la santé globale? Alors, bon, d'abord, je vais faire Maud, c'est-à-dire pour répondre à ça, je vais représenter les trois rôles de l'agriculture et puis entrer un peu plus dans le détail de votre question. Les trois rôles des chambres d'agriculture, et on peut avoir des interactions avec les collectivités aux trois niveaux. Le premier niveau, c'est le rôle de représentation des agriculteurs. On n'est pas un syndicat, on représente l'ensemble des agriculteurs et on représente l'ensemble des agriculteurs dans des échanges sur des politiques publiques, quel que soit le niveau de ces politiques publiques, de l'échange avec le ministère, et Maud Flépou et ses collègues est très régulier, et on essaye d'amener, et on a des éléments pour aider à éclairer la compréhension des choix des politiques publiques et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les agricultures. On le fait bien entendu avec les régions qui portent maintenant une partie de la politique agricole commune, et les EPCI, les maires, pour accompagner ces politiques. Et d'ailleurs, quand les projets alimentaires territoriaux ont été cités tout à l'heure, je pense que les agricultures ont été la de quasiment les 2 tiers
projets alimentaires territoriaux, en essayant d'être à l'interface de choix politiques portés par les élus de collectivités, à la réalité du monde agricole, et d'essayer de définir ce qu'on pouvait faire dans ces projets alimentaires territoriaux. Le deuxième rôle, c'est le porter à connaissance des politiques publiques. J'entendais tout à l'heure les débats qui étaient cités sur comment à connaître, vous êtes élu de collectivité locale, les guichets, etc. Nous, on essaye de porter d'être le guichet unique vis-à-vis des agriculteurs. Et du coup, on est une clé d'entrée. Et je pense que ça peut être aussi une solution pour aider à faire connaître des politiques portées par tel ou tel auprès des agriculteurs. Et puis, le troisième rôle, et qui va être au cœur de votre question, et c'est quasiment la moitié de notre activité, c'est l'accompagnement des agriculteurs au quotidien dans leur activité. Alors, vous m'avez... Et on accompagne au travers de plusieurs rendez-vous, d'échanges techniques, etc., plus d'un agriculteur sur deux. Vous me posez la question, comment on fait pour... comment on a attrapé le sujet des transitions et de l'accompagnement face aux transitions. Alors, le premier point, c'est quand même de se dire quels sont les grands enjeux quand même qui sont devant l'agriculture. Il y a l'enjeu des attentes sociétales, mais les attentes sociétales sont très diverses et d'ailleurs parfois un peu schizophrènes, mais elles sont extrêmement diverses. Et puis, on a quelques enjeux un peu nouveaux. Je citerai tout à fait au hasard celui du changement climatique. Et puis, Madame Galisson, qui l'a dit tout à l'heure, le revenu chez les agriculteurs, pour accompagner cette transition, il reste un sujet majeur et on ne sera pas capable d'amener les transitions, capable d'amener ces transitions, d'amener ces changements dans l'agriculture, de maintenir une agriculture française en répondant à ces enjeux qui ne règlent pas un peu le sujet du revenu qui est quand même criant chez les agriculteurs depuis quelques années. Alors, comment on essaye d'accompagner ça? Jusqu'alors, on a beaucoup accompagné ces enjeux-là au travers d'un conseil technique au quotidien sur la façon de conduire mon blé, mon maïs, de nourrir mes animaux, du conseil bâtiment, mais un peu dans ces aspects dont on faisait beaucoup de choses sur l'accompagnement des agriculteurs qui permettait à la fois de répondre aux attentes sociétales et d'aller chercher un peu de revenus. Et avec le petit sujet, quand je parlais de petite schizophrénie, quand vous posez la question pour une marque dont je m'occupe, de Normandie, la question à l'entrée d'un magasin à un consommateur et quelles sont ses intentions d'achat, il vous parle de naturalité, il vous parle d'enjeux environnementaux, il vous parle de liens au territoire. Quand vous l'interrogez en sortie de supermarché, vous prenez 10 articles dans son cahier, vous lui demandez pourquoi il les a choisis. 98% des réponses, c'est ou le prix ou la promotion. Donc voilà. Et dans le contexte de ce qu'on vit aujourd'hui, renforcé avec une baisse de consommation sur les produits bio et les produits sous signe de qualité. Donc, y compris la stratégie de montée en gamme qu'on a portée chez les agriculteurs, elle fait face à quelques difficultés aujourd'hui dans un contexte un peu compliqué. Et aller jusqu'au bout, je vais prendre l'exemple de la volaille. Je pense qu'on est, la production française, un des pays au monde le plus développé les signes de qualité. 30% des volailles produites sont produites sous signe de qualité que tout le monde connaît, mais aussi du bio, etc. Et à l'inverse, quand on est en restauration hors domicile, on a quasiment pour poulet qui poulet d'importation. Pour des raisons de coût, très essentiellement. Et un deuxième sujet qui est un sujet des... Donc à un moment, si on veut aussi il est ce réflexe ou cette habilité à aller chercher et à payer et à accompagner l'agriculture dans des éléments de transition, il faudra aussi qu'on aborde le sujet de l'étiquetage, et notamment en restauration à domicile. Nous, on milite quand même assez fortement pour des obligations de tracer ou d'afficher l'origine des matières premières. Parce que si le consommateur sait que le poulet il est importé hier d'Ukraine, aujourd'hui de Pologne, peut être un peu plus attention à ce qu'il mange. Alors, pour continuer, on a un certain nombre de conseillers qui sont au quotidien sur l'accompagnement des agriculteurs dans ces changements de pratiques.
Le vrai problème que l'on commence à vivre aujourd'hui aussi, c'est que par rapport à un certain nombre de ces changements, on est de moins en moins dans l'optimisation des pratiques des agriculteurs et de plus en plus dans des choses qui relèvent du système de l'exploitation, de la transition du système, voire de la reconception du système de l'exploitation agricole, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas faire à toutes les phases de vie d'un agriculteur. Un jeune qui vient s'installer, même s'il a cette sensibilité à ces enjeux One Health, à ces enjeux de santé, à ces enjeux de l'impact environnemental et santé de ses productions, et il est en général dans une période où il a tellement investi qu'il pilote son exploitation sans changer trop de choses. À l'inverse, c'est aussi que les 5 voire 10 dernières années de sa carrière, un agriculteur investit beaucoup moins et il est moins enclin à changer son système ou à reconcevoir son système, parce que vous ne le faites pas quand vous êtes à 5 ans de la retraite. Par rapport à ces enjeux de reconstruction de système, il faut le faire avant l'installation du jeune, au moment où il conçoit son projet, et peut-être l'obliger à aller un peu plus loin dans son projet pour amener des projets un peu différents. Et par exemple, sur l'enjeu de changement climatique, il va reprendre l'exploitation. C'est quoi son exploitation aujourd'hui et c'est quoi son exploitation dans 10 ans ou 15 ans, de manière à ce que ces changements, il les ait imaginés dès le départ, soit plus capable de les porter. Et le deuxième enjeu sur lequel on essaye d'accompagner aussi plus, c'est, j'allais dire, une deuxième installation de ou quelquefois à un moment au milieu de sa carrière où il va devoir faire des changements assez importants sur ce système d'exploitation. Et là, on travaille avec les politiques publiques, on essaye de travailler avec le ministère, par exemple, pour avoir des politiques publiques qui accompagnent les changements de système chez l'agriculteur, parce qu'ils sont en général très lourds en investissement. Et donc, par exemple, dans la future politique agricole, on a imaginé une mesure environnementale et climatique, qui est une mesure de transition où l'agriculteur va décrire son projet, va bâtir son projet et va derrière être accompagné sur une phase de prise de risque, avec un enjeu, je vais dire quand même, c'est que n'accompagnera pas les agriculteurs dans les transitions nécessaires si à chaque fois qu'on fait la transition, on dégrade son. Donc il faut bien concevoir des changements qui améliorent son modèle économique et on aura besoin de l'argent public dans la phase de logement, dans la phase de prise de risque, dans la phase d'investissement, mais il faut qu'on soit vigilant à ne porter des changements que faire des modèles qui certes amènent cette transition sur ces enjeux alimentaires, santé, etc., mais aussi une durabilité économique. Sinon, on sera tous les ans un peu plus dépendant des finances publiques et on n'arrivera pas à accompagner la massification. Juste pour terminer, face à l'enjeu du changement climatique, par exemple, qui peut avoir des impacts assez forts sur la qualité. On voit très bien qu'il faut amener les agriculteurs à cette conception de leur exploitation quelque part. Et on est un peu désarmé parce que nos conseillers ne sont pas bien formés à les amener à ça. On n'a pas toutes les solutions non plus face à ces enjeux de changement climatique. Pour autant, on essaie de s'engager dans quelque part une forme d'expérimentation où on veut en 1500 agriculteurs cette année à avoir quelque part un plan de transition. Donc, quelque part, à se dire maintenant où est-ce qu'ils s'installent, où est-ce qu'ils sont en milieu de carrière, quel est le plan de transition de mon exploitation pour être plus résilient face au changement climatique dans les 10 ans à venir, à faire ce plan, et après aller accompagner pendant 1 an ou 2 sur la mise en place de cette transition pour qu'ils puissent le porter un peu plus tout seul. Et à date, on n'est capable d'en faire que 1000 cette année. L'enjeu, c'est d'arriver à en faire 10 ou 15 000 par an. Et ça, on ne pourra le faire qu'à l'échelle d'un territoire et en ayant défini les transitions possibles à l'échelle d'un territoire. Parce qu'on ne fera pas les mêmes transitions en Normandie dans le Massif central. Et il faudra qu'on arrive à se mettre d'accord aussi un peu sur les transitions. Parce que, par exemple, sur l'élevage, on a beaucoup d'éléments autour etc. Et moi, je n'aurais pas la réponse à cet enjeu-là. En tout cas, je suis à peu près sûr qu'il faut mieux consommer. Mais quand même, le moins consommé de viande, quel est son impact massif zone très herbagère, s'il fait une viande, quel impact ça aura sur l'emploi, mais y compris l'environnement dans le Massif central, parce que qu'est-ce qu'on fera de l'herbe dans ces zones-là?
et la déprise que l'on est en train de vivre sur l'élevage, il faut traiter le sujet et pas simplement moins de viande en continuant à acheter de la viande au même prix. Oui, ces questions sont extrêmement complexes. Je ne sais pas si les professionnels de santé sont parfaitement fluides avec toutes les implications que vous avez, vous, au tout début de la chaîne de production des biens alimentaires. Je pense que Carole, Sodexo, ce genre d'informations, vous les partagez avec les chambres d'agriculture dans toutes les régions de France. Je pense que c'est un sujet qui vous est pas étranger. Ce n'est pas des sujets qui nous sont étrangers, effectivement. Alors, c'est nous, Sodexo, et aussi avec nos clients, où effectivement, on est en contact avec les chambres d'agriculture dans les différents territoires. Tous les territoires, d'ailleurs, on n'est peut-être pas toujours aussi mature dans tous les territoires, mais effectivement, c'est un acteur majeur pour nous, cette relation avec les chambres d'agriculture, pour savoir surtout comment nous, Sodexo, dans nos choix que nous allons réaliser. Donc, par exemple, Sodexo travaille beaucoup en filière et sur des partenariats très longs, de 10-20 ans. Donc, si on veut accompagner, nous, une mise en place d'une filière ou d'une structure, bon, je vous donne par exemple les légumineuses. Si, par exemple, on a travaillé sur les légumineuses en Île-de-France, si on a envie, enfin, si on souhaite mise en place et un soutien de cette filière-là, il faut absolument qu'on puisse travailler avec les chambres d'agriculture, effectivement, pour ne pas faire les mauvais choix. Et surtout, nous, c'est sur la durée, pour avoir une qualité et surtout que nous, on puisse s'engager sur des achats avec des productions particulières et qu'on puisse payer correctement nos agriculteurs. Et les légumineuses pour nous, par exemple, Île-de-France, pourquoi je prends cet exemple, c'est qu'on a eu le Covid, quand il a fallu fermer les cantines, et ben avec nos producteurs de légumineuses, on les avait les légumineuses. Et on n'a pas pu dire à l'agriculteur, en fait, débrouillez-vous avec votre stock. Et c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'engage, il faut s'engager sur la durée et jusqu'au juste prix. Et d'ailleurs, la loi Egalim, ça a été quand même le sens premier de la loi Egalim, c'est la juste rémunération, parce qu'en fait, il faut avoir un juste prix de l'agriculteur et surtout de lui permettre qu'on lui achète bien ses productions, qu'il ne se retrouve pas avec ses tonnages sur les bras, et surtout que s'il veut évoluer, nous, il faut qu'on ait un plan de progrès sur plusieurs années. Et nous, Sodexo, on travaille sur des cahiers des charges, donc on perd des clients, on gagne des clients. Donc, quand nous, on va travailler sur des filières, il faut qu'on soit bien conscient de si on peut avoir des sorties ou pas de ces produits-là. Parce qu'on ne veut pas lâcher les agriculteurs. En tout cas, c'est notre philosophie chez Sodexo. C'est de travailler bien sur la durée. Et quel que soit, je dirais, que le client signataire. Mais nous, on a un engagement fort avec les agriculteurs. Et donc, et aussi tout ce qui est thématique de la logistique. Parce que c'est bien beau d'avoir un agriculteur et avec des produits, mais maintenant, comment j'arrive dans la totalité de mes restaurants? Parce qu'on a des restaurants de 30 couverts comme des cuisines centrales de 30 000. Et ce n'est pas du tout les mêmes logistiques. Et ça aussi, souvent, dans les discussions, on a le producteur, on a le restaurant, mais tout ce qui est au milieu, on n'a pas. Ou alors, ce qu'on n'a pas non plus, c'est toutes les filières de transformation. Si vous faites une grande cuisine centrale et que vous voulez faire des légumineuses comme des haricots et que vous devez les faire tremper pendant 24 heures, vous feriez mieux de travailler sur une filière intermédiaire, peut-être avec un transformateur qui pourrait peut-être travailler sur le produit brut et le transformer en première cuisson, par exemple, pour aider après la restauration à les utiliser. Et aujourd'hui, on a quand même dans la chaîne, en tout cas, des réflexions sur les territoires à faire. Et je vous redonne mon histoire de légumineuse. La personne avec qui on travaillait, pour pouvoir trier ses lentilles, il est obligé de l'envoyer dans un autre territoire, pas en Île-de-France. Il l'envoie en Bretagne. Donc, vous voyez, c'est pas si simple en fait. On a l'impression que, alors, il faut avoir des décisions politiques très fortes de choix. Et ça, je pense qu'on en est tous conscients et tout le monde veut y aller. Maintenant, c'est des sujets sur le temps. Et souvent, alors en tout cas pour des boîtes comme Sodexo, il y a le temps, on dirait, du business qui est court et le temps de la transformation, de la transition. Et c'est ça c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Mais en tout cas, la seule chose qu'on voit, nous, c'est qu'on est obligé de travailler avec la totalité des acteurs aujourd'hui. On ne peut pas continuer à travailler en silo. Chacun doit apporter
une pierre à l'édifice, et c'est surtout sur la durée, sur le temps, et surtout qu'on ait des réflexions globales. Parce que je vous dis, c'est très bien de travailler sur des filières, mais comment on arrive jusqu'à l'assiette du consommateur et comment on peut le valoriser. Et pour nous, Sodexo en tout cas, et pour moi, nutritionniste, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment je vais transformer aussi le consommateur qui demain va devenir un consommateur averti. Donc c'est toute cette promotion-là aussi. Notre rôle, en tout cas, un des rôles majeurs de la restauration collective, elle est là aussi. Mathilde, vous travaillez, je sais bien que l'Île-de-France est toujours considérée par, par la population française comme Paris. Mais si mes souvenirs sont bons, l'Île-de-France, c'est aussi un gigantesque terrain agricole. Il y a une agriculture forte. Il y a des départements qui sont très, très, très développés sur le plan agriculture. Dans un réseau comme ISE, vous avez ces contacts avec Sébastien ou avec les chambres d'agriculture qui travaillent en Île-de-France? Alors, malheureusement, non, on n'a pas ces contacts-là, mais c'est vrai que c'est ce biais francilien, nous, on le ressent clairement. C'est pour ça, notamment sur le groupe de travail sur l'appel à manifestation d'intérêt, finalement, on était parti sans s'en rendre trop compte sur ce biais francilien des territoires urbains et périurbains. Et c'est vrai que les territoires ruraux représentent presque 50% de la surface d'Île-de-France. Et justement, on a essayé de prendre ce recul nécessaire pour sortir de ce biais-là. Et finalement, c'est pas si simple, c'est pas compliqué, mais c'est finalement un peu complexe de trouver cet entre-deux. Et aujourd'hui, tout l'enjeu finalement aussi du territoire de l'Île-de-France, c'est porter ces projets au sein de l'ensemble des territoires et dans cette continuité. Et pour avoir cette continuité-là, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement aussi, de temps et de moyens. Et peut-être pour revenir un peu sur un autre aspect, sur par exemple les problématiques de santé environnementale, on reste par exemple sur des financements qui relèvent de la prévention du système de santé. Et on espère aujourd'hui qu'avec un ministère de la Santé et de la Prévention, il y ait aussi un peu beaucoup plus de fonds qui soient investis sur la prévention, mais en termes d'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement et de moyens humains qui peuvent être mis sur cet aspect-là. D'accord. Et Sébastien, c'est le travail avec les structures de santé, ça se fait facilement ou pas dans une chambre d'agriculture? Est-ce que on se met en contact avec une CPTS, une communauté professionnelle de territoire de santé, ou est-ce qu'on se met en contact avec un gros centre hospitalier comme un CHU, par exemple, quand on est une chambre de commerce, d'agriculture, pardon, est-ce que ça fait partie des choses qui sont naturelles, des acteurs naturels? Est-ce que les relations que vous pouvez avoir avec l'ARS, qui est, on va dire, le préfet sanitaire sur la région, c'est des choses avec lesquelles, enfin, qui sont faciles, qui sont fluides? C'est des contacts qui existent très très peu aujourd'hui. Pour revenir sur ce que disait Madame Galissan, souvent parce qu'ils n'achètent pas en direct à l'agriculteur. En fait, il y a toute une chaîne intermédiaire qui travaille les produits. Et les endroits, on a quelques expériences où on commence à le faire. Par exemple, en Normandie, moi j'ai travaillé avec le CHU pour la mise au point de produits concentrés pour la nourriture de personnes qui sont en situation de malnutrition ou personnes âgées ou des nourrissons. Et en fait, on a réussi à le faire parce qu'on a pris l'ARIA locale, l'Association régionale des entreprises agroalimentaires, avec nous. Et c'est bien en y allant ensemble qu'on a réussi à travailler avec eux sur la mise au point d'un certain nombre de choses qui correspondaient à leurs besoins parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire
chez leurs fournisseurs habituels. Ils avaient besoin de remonter jusqu'à la chaîne amont, et nous, agriculteurs, on est incapables de leur fournir les produits, ou alors on remet en place une logistique en parallèle de l'industrie agroalimentaire, mais c'est juste totalement inefficace. Et du coup, cette expérience assez réussie nous a permis en Normandie d'aller plus loin. On est la première ARIA où on a une parité entre l'amont agricole et les gens de la transformation, où on est ensemble dans cette communauté d'entreprises de l'agroalimentaire. Donc je pense que c'est des voies à explorer, mais en tout cas, ce n'est pas nos interlocuteurs directs, sauf quand il y a un problème de santé qui arrive, et en général, c'est par le préfet, une pollution d'eau, un sujet comme ça, où là, on est amené à chercher des solutions palliatives et à régler des problèmes. Mais en amont de ça, c'est très rarement nos interlocuteurs. Très, très rarement. Les expériences sont peu nombreuses et elles mériteraient d'être travaillées un peu plus. Alors après, le métier des chambres, il a aussi évolué, hein. On ne s'occupait pas du métier des circuits courts il y a 15 ans, aujourd'hui, et assez peu de la commercialisation. Par les circuits courts, on est rentré dans ces enjeux de commercialisation beaucoup plus que par le passé. On a une marque de produits, on est en train de développer des chaînes de magasins pour amener ces produits, etc. Donc, nous aussi, on est en train de rentrer dans un lien avec le monde économique et plus fort que ça a été le cas par le passé. Très bien, mais je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Je vais passer la parole à Muriel pour nous faire son débrief sur la troisième table ronde et puis enchaîner sur la conclusion de cette matinée. Vous voyez, je vous avais dit, Muriel, chez Neil, on tient les délais. Parfait. Parfait. Donc, écoutez, encore une fois, cette table ronde est extrêmement riche et a illustré combien la problématique de l'alimentation saine et durable est complexe d'une part, très très complexe, et puis est vraiment une thématique One Health, qui dit alimentation saine, dit aliments, que ce soit des produits animaux, végétaux. Du coup, cela questionne, et on en a beaucoup discuté sur leur système de production, le bio, pas bio, la question de l'élevage, par exemple, intensif, extensif, bien-être animal, etc. Ça pose énormément de questions que le consommateur ne maîtrise pas forcément. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Personne ne sait vraiment. Ça, comme l'a dit, je crois que c'est Sébastien, Guillaume, je ne sais plus en fait, quelqu'un a dit qu'effectivement, il y a l'attente du consommateur, du citoyen, qui est vraiment paradoxale, puisqu'il s'attend à avoir des produits de qualité, il veut voilà, des produits bio, naturels, mais au final, il ne sait pas du tout ce qu'il achète. Et donc, ça questionne tout ça sur la transformation de nos systèmes de production et un besoin aussi de recherche. Il n'y avait pas des représentants de la recherche, enfin à part moi, mais je ne suis pas forcément la spécialiste de tout ça, mais des sociologues, des économistes qui travaillent là-dessus aussi. Et je pense qu'il y a vraiment des besoins de données et de résultats de recherche qui peuvent aider aussi à conduire ces transformations et à aider à y voir plus clair dans cette différente chaîne. Et il y a une autre problématique aussi qu'on n'a pas forcément abordée, c'est la mondialisation aussi de tout ça, du commerce. C'est que quand on achète un produit, on ne sait pas d'où il vient souvent, enfin quelqu'un l'a dit, mais voilà, c'est pas étiqueté le poulet qui vient de Pologne ou de je ne sais où. Les gens ne savent pas ce qu'ils achètent, donc ça c'est franchement un problème. Voilà, et puis on a aussi reparlé du millefeuille un peu administratif où on a du mal à voir comment tout ça communique et toutes ces actions. On voit quand même qu'il y a énormément de choses qui sont finalement mises en place, mais qu'il y en a beaucoup à différents niveaux et que voilà, qu'on continue quand même à fonctionner malgré tout en silo. En tout cas, je trouve que c'est assez
assez visible sur cette problématique-là en particulier, avec certains secteurs qui sont chasse gardée, et c'est compliqué de promouvoir cette interconnexion. Mais bon, en tout cas, cette table ronde montre la complexité de tout ça, de cette problématique de l'alimentation saine et durable. Effectivement, on a parlé aussi des changements, à la fois de l'impact de l'environnement sur ces systèmes alimentaires et de l'impact des systèmes alimentaires sur l'environnement. Donc tout ça aussi est extrêmement complexe et donc c'est vraiment une thématique à aborder en étudiant et en interconnectant, en croisant tous ces éléments, mais c'est extrêmement complexe et c'est vraiment l'illustration de la complexité, mais en même temps, si on ne prend pas les choses de manière systémique, je pense qu'on n'arrivera pas non plus à résoudre cette problématique, quoi. Donc, c'est complexe, mais c'est tout l'enjeu est là. Bah, écoutez, merci pour cette conclusion, Muriel. Je partage parfaitement votre avis. J'ai passé une matinée passionnante. C'est une des chances que j'ai en animant des débats publics et en pouvant les créer, c'est qu'on rencontre des gens formidables qui ont tous une volonté de travailler ensemble. Mais j'ai l'impression que sur One Health, il y a beaucoup de choses qui sont très positives, que les acteurs ont envie d'y aller, donc il faut simplement lancer on va dire, l'étincelle, allumer l'étincelle pour que la machine se mette à marcher. Si elle ne consomme pas trop de pétrole, cette machine. Et nous, on va essayer de continuer le travail. Est-ce que je peux rajouter juste une chose? Oui, bien sûr. En fait, je voulais le dire en introduction, puis j'ai oublié, mais en tout cas, il y a beaucoup d'approches, de ces approches One Health qui fonctionnent et dans d'autres pays en fait du monde. Et en particulier, des projets de recherche qu'on pourrait appeler participatives, où le monde médical, vétérinaire, agricole, etc., les citoyens sont mêlés. C'est souvent en Afrique en fait. Et peut-être parce que les choses sont peut-être moins structurées, moins silo qu'en France, que les gens parlent plus. Et ça, je pense que promouvoir ça, la communication, et faire en sorte qu'il y ait moins de... Mais après, une fois qu'on a dit ça, j'ai pas de solution à apporter pour savoir comment on fait ça, quoi. Alors, je ne sais pas comment on fera ça, mais nous, chez NIL, on a l'intention de lancer un do tank à la suite de ce colloque. Sont bien entendu invités à y participer tous ceux qui le désireront, mais avec un objectif qui sera justement de diffuser de l'information, de partager les stratégies des uns et des autres pour essayer de faire comprendre à un médecin comment doit demain travailler un agriculteur, comment une association de malades peut prendre connaissance de la restauration collective parce que c'est super important, comment un élu local peut travailler avec un chercheur comme vous, Muriel, pour développer des politiques locales qui soient des politiques vertueuses. Voilà, donc c'est une invitation que je vous lance, mais on va lancer ça, on va lancer un do tank autour de la notion de One Health pour faire en sorte qu'on puisse continuer à porter cette modeste contribution, mais à mon avis extrêmement importante quand même, auprès d'autres acteurs, auprès d'autres décideurs, et essayer de faire avancer la machine. Voilà, ben écoutez, je vous remercie vraiment tous nos intervenants et tous nos participants pour cette matinée. Et je vous dis à très très vite, de toute façon, pour continuer sur ce thème qui est un thème fort riche et très certainement le thème le plus porteur d'avenir et pour la planète et pour chacun des citoyens. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.